Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, j'ai envie de commencer mon intervention par dire « enfin ». Enfin un débat sur la défense nationale. Enfin un débat au titre de l'article 50-1 et suivi d'un vote. C'est vrai qu'il nous faut régulièrement sortir des débats seulement budgétaires et je pense que c'est une bonne chose de commencer par la stratégie, puis le budget. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'avec mon groupe, nous avions demandé un débat 50-1 parce que nous considérions qu'au regard de l'actualisation de la revue nationale stratégique, des enjeux suite à l'accord de l'OTAN à La Haye, de la situation stratégique, il nous fallait ce débat-là. D'autant plus, si je peux me permettre, que la loi de programmation a été un peu décalée dans le temps. Il nous semblait important de l'évoquer. Et donc, c'est vrai que c'est mieux de parler de stratégie plutôt que de budget. Monsieur le Premier ministre, vous nous proposez de débattre et de répondre à la question qui est « Approuvez-vous le principe d'une augmentation du budget de la défense pour soutenir la montée en puissance plus rapide de nos forces armées dès 2026 ?» En gros, sommes-nous, oui ou non, d'accord pour ajouter 3,2 milliards supplémentaires, puisque je rappelle que 3,5 était déjà prévu dans notre programmation militaire, donc ce n'est pas 6,7, c'est bien 3,2. C'est une question importante et c'est un montant conséquent. Mais avant de débattre de cette question, permettez-moi de parler quelque peu de doctrine. Préalable, je crois, nécessaire, vous en conviendrez. Alors, je ne partirai pas d'une citation du général de Gaulle, ni bien sûr de Pierre Messmer, et je sais, Monsieur le Premier ministre, qu'ils sont vos maîtres à penser. Ma doctrine, celle de mon groupe, s'inspire d'un autre illustre grand français. Je parle là de Jean Jaurès, et particulièrement de ses travaux dans son ouvrage « L'armée nouvelle » en 1811, vous verrez, d'une actualité saisissante. Que nous dit-il ? Comment porter au plus haut, pour la France et pour le monde incertain dont elle est enveloppée, les chances de la paix ? Et si, malgré son effort et sa volonté de paix, elle est attaquée, comment porter au plus haut les chances de salut, les moyens de sa victoire ? C'est, je crois, totalement le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors oui, nous les socialistes, nous sommes pour la paix, pour le droit international, pour le multilatéralisme. Et aussi, c'est pour ça que nous sommes pour une défense nationale puissante qui fait de la dissuasion conventionnelle nucléaire sa pierre angulaire de sa stratégie et qui est de sa capacité à défendre à la fois la France, nos concitoyens, les intérêts vitaux, bien sûr, en cas d'attaque, sa priorité. Cette doctrine fut celle du président Mitterrand avec Charles Hernu, du Premier ministre Lionel Jospin avec Alain Richard, ou encore du président Hollande avec Jean-Yves Le Drian. Et c'est toujours la stratégie et la doctrine qui est la nôtre. Permettez-moi ensuite de poursuivre par un mot à nos forces armées, aux hommes et aux femmes qui sont engagés et font le choix parfois du sacrifice suprême pour défendre notre pays et nos compatriotes. Je veux saluer leur engagement, leur professionnalisme pour notre pays, que ce soit en Hexagone ou dans les Outre-mer, sous le drapeau français, mais également dans le cadre d'opérations de l'ONU ou de l'Union européenne et de l'OTAN. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, il faut, je crois, une fois qu'on a parlé quelque peu de doctrine, évoquer l'année 2025, qui sera effectivement un changement de paradigme, un changement de monde. Il y a eu le monde post-1945, avec une forme d'équilibre qui semblait parfois a posteriori rassurant, les dividendes de la paix, et puis la fin des dividendes de la paix, et maintenant, effectivement, c'est le retour des empires contrariés. Ces empires qui font de la puissance de feu le nouvel alphabet des relations internationales. Oui, cette année est historique. Et donc, elle doit impacter notre vision parce qu'elle impacte notre stratégie de défense. D'abord, la mutation profonde et durable, je crois, de nos principaux alliés qui sont, les États-Unis d'Amérique. Ne pensons pas qu'il nous faudrait attendre la fin du mandat de Trump pour que tout redevienne comme avant. C'est beaucoup plus profond. D'ailleurs, ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'ils annoncent la couleur. En février dernier, c'était le vice-président qui disait très clairement « En Europe, il faut changer les régimes et en Europe, il faut soutenir publiquement les partis d'extrême droite, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, pour changer l'Europe, parce qu'il faut une Europe vassalisée. » Et puis, c'est aussi la revue nationale stratégique des Américains, il y a quelques jours, qui dit très clairement les choses. Il y a un camp occidental, dans lequel il y a l'Europe qui doit être vassalisée, et dans lequel il y a également la Russie, ce qui parfois d'ailleurs explique son attitude vis-à-vis des Russes, en disant tout ça c'est dans le même ensemble, puisque cet ensemble occidental doit contenir l'autre ensemble qui serait, lui, piloté plutôt par la Chine. La volonté du président américain et de cette administration et plus profondément de cette stratégie, c'est de vassaliser encore toujours un peu plus la France et l'Europe. Bien sûr, il y a aussi la question du changement d'alliance en Ukraine. Les États-Unis qui ont été capables de fermer le robinet des armes, faire le robinet du renseignement, au péril de la vie de citoyens qui ne pouvaient plus se défendre correctement en Ukraine. Il faut aussi rappeler, bien sûr, tout l'effort et les soutiens que nous apportons au président Zelensky,
aux forces armées, à la population qui combattent contre Poutine. Et ce n'est pas un hasard. Depuis 1999, Poutine n'a fait que des guerres. Dans le Caucase, au Moyen-Orient, en Afrique et en Ukraine. Et il a rompu, bien sûr, l'accord de 1991. Il a rompu l'accord de 2014. Ce n'est que sa deuxième guerre contre l'Ukraine. Et oui, il est vrai que s'il n'y avait pas d'accord sur les conditions de la paix, il y aurait une troisième guerre sur l'Ukraine. Je salue ce qu'a fait le président Macron sur la coalition des volontaires, mais il faut aussi amener les moyens financiers. La Russie, c'est aujourd'hui la seule qui est en économie de guerre, certes vassalisée par la Chine, mais en tout cas puissante. Et tout le monde s'accorde à dire que demain, après la guerre, la Russie sera plus puissante qu'elle n'est entrée en guerre. Comme dirait Napoléon, on fait la politique de sa géographie. Et donc la Russie restant en Europe, nous aurons nous à poser des questions sur le rapport avec la Russie. La Chine qui fait le choix de porter un nouvel ordre mondial, qui l'assume. D'ailleurs, on a pu voir l'accueil qui a été fait au président Macron quand il a voulu aborder les relations entre la Chine et la Russie. Et Xi Jinping lui a dit « on ne parle pas de ça », ce qui en dit long sur les prochains mois. Les conflits à l'ombre du nucléaire, l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, une puissance d'un côté nucléaire non officielle et l'autre qui est au seuil de la dotation. La starification du drone. Je pourrais également parler de la fin de la France-Afrique ou de la fin de la France en Afrique. C'est une vraie question de fond. Je crois qu'il nous faut revoir également cela, l'intégrer. Le Moyen-Orient entre espoir et chaos. Le terrorisme comme arme dans une guerre asymétrique. Nous fêtons les 10 ans, malheureusement, de Charlie Hebdo, du Stade de France, j'en sais quelque chose, et d'autres situations. Et on voit bien que maintenant, dorénavant, dans la concurrence internationale, la question du terrorisme est ouvertement une arme de guerre à grande échelle. Je crois que le 7 octobre l'a en plus prouvé pour ceux qui avaient encore des doutes. L'échec également de la COP, et donc la question de l'intégration de la dimension climatique dans les prochains conflits, l'eau et d'autres. Et puis dire un mot quand même sur l'OTAN. Alors beaucoup a été dit sur l'OTAN. L'accord, tout ça, très bien. Nous sommes dans une alliance et il faut la maintenir, c'est important. Mais là où nous avons un sujet sur l'OTAN, c'est quand, par exemple, l'accord qui a été passé prévoit, je rappelle, que nous achetions leurs armes d'autant plus profondément. Sur la question européenne, quand la présidente de la Commission nous explique qu'il va falloir acheter des armes américaines pour essayer de ne pas avoir de droits de douane, convenons que ça n'aide pas à se défendre. Donc oui, la France est seule, l'Europe est seule et nous devons maintenant en tirer les conséquences. J'y vois 4 points. D'abord, il faut rassembler le pays, renforcer nos armées, associer la nation. Le premier défi, c'est celui de politique, budgétaire, industriel et de résilience. Sur les défis politiques, nous avons un sujet. Oui, il faut associer plus le Parlement, nous sommes d'accord. Il faut que le président arrête sa politique des annonces. Je vous rappelle le SNU avec l'échec qui a été celui-ci, ou par exemple la coalition contre Daesh, ou la mort cérébrale de l'OTAN. Et je le dis, le domaine réservé n'interdit pas l'association. Ce n'est pas contradictoire. Ayons aussi en débat devant nous la question d'un certain nombre de partis qui ont fait le choix du narratif de nos concurrents, mais aussi certains médias. Dire également que la baisse des dotations des affaires étrangères est une mauvaise nouvelle parce que ça participe avec les armées du régalien. Sur le défi budgétaire, dire que oui à l'effort, mais pas au prix de sacrifier notre modèle social. Donc la question des recettes du budget est posée dorénavant, parce que sinon nous ne tiendrons pas les objectifs. Je le dis, peut-être que penser à remettre les 1,5 milliard à France 2030 peut être une utilité aujourd'hui sur les questions qui nous sont posées. Le défi industriel, je ne veux pas intervenir sur plusieurs sujets, mais par exemple sur le SCAF, peut-être faut-il penser à un avion, un système de systèmes interopérables, et puis peut-être plusieurs avions qui nous permettraient à la fois de répondre aux conditions des pays et de nos armées, mais également de mieux le vendre demain, parce que c'est ça aussi l'enjeu qui est devant nous. On pourrait évoquer bien sûr la question de la dissuasion nucléaire ou d'autres. Un mot sur la question des Français et de la résilience de la nation. Plusieurs propositions. D'abord, on peut imaginer que, comme nous avons une revue nationale stratégique, que jusqu'à l'été, il y ait dans le pays plusieurs débats, déjà de présentation et d'échange. Pareil, sur l'industrie, on peut imaginer que les grands groupes aient l'obligation de reverser 5% dans les start-up. Nous pouvons également nous dire que la politique nationale contre les ingérences étrangères, il faut enfin qu'elle se mette en place. Et puis sur le rapport nation et citoyen, il faut maintenant se mettre d'accord sur ce qu'est le service national, il y a des débats, et sa coordination avec à la fois les réservistes et le service de la nation. Je crois que tout ça, c'est un sujet qui est devant nous. Et puis la question matricielle, j'ai envie de dire, c'est effectivement la nouvelle architecture de défense, oui. Comment la France, qui doit rester le pilier, parce que c'est une défense nationale et non pas une compétence européenne et communautaire, elle a son rapport avec l'OTAN, un pilier européen ou des volontaires européens, comment l'Union européenne intervient dans ces questions-là, comment on essaie d'avoir des accords avec des partenaires du Sud pour ne pas rester dans une logique totalement européenne et occidentale, ce que voudrait nous faire tomber
certains pays dans cette logique-là. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour répondre à votre question concrètement, nous voterons bien évidemment oui à la question posée. Mais il ne s'agit nullement d'un chèque en blanc ni d'un blanc-seing. Il s'agit encore une fois d'un soutien affirmé et ferme aux armées. Il s'agit d'un message adressé à nos concitoyens. Il s'agit de réaffirmer une doctrine de souveraineté nationale. Et donc, c'est un oui pour que le Parlement soit pleinement associé dans la construction, c'est-à-dire dans la réflexion, pour aller demain vers une nouvelle loi de programmation militaire qui soit utile à notre pays et qui renforce la capacité de défense de notre pays